Bienvenue à toutes tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cet atelier qui s'appelle Contre-détox de printemps. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui me connaissent un peu via les réseaux sociaux, je vais d'abord me présenter et puis ensuite on va assez vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour vous situer un petit peu, je m'appelle Clara Urozevic. Je suis naturopathe et je suis praticienne en respiration consciente. J'accompagne les personnes qui sont stressées à retrouver un équilibre durable. Et pour ça, j'ai plusieurs outils. Donc, j'ai la naturopathie, donc je donne beaucoup de conseils en hygiène de vie, mais aussi des exercices de respiration, ainsi que de gestion des émotions. L'idée, c'est vraiment de retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit pour retrouver une santé mentale harmonieuse. Alors, aujourd'hui, ce soir, j'ai souhaité faire une conférence sur la détox parce que au printemps, eh bien, on a énormément de messages qui viennent de la presse, des réseaux sociaux, qui viennent un peu de partout, qui nous encouragent à faire une détox de printemps. Et lorsque l'on est fatigué, lorsque l'on est stressé, ça n'est pas du tout une bonne idée de faire une détox parce que ça peut être délétère pour le corps. Donc, j'ai souhaité un peu parler en fait aux personnes qui sont concernées par le stress, qui sont concernées par la fatigue, voire l'épuisement, et les aider en fait pour les aider en fait à soutenir leur corps plutôt que lui donner du travail supplémentaire et de limiter en fait son énergie. Alors, euh, ce que je vous propose, c'est que je vais rentrer dans le vif du sujet et ensuite, à la fin de l'atelier, vous pourrez bien sûr me poser toutes vos questions. On prendra un temps destiné spécialement pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, du coup, pourquoi la contre-détox? La contre-détox, en fait, c'est vraiment pour moi un peu la manière de faire un pied de nez à cet idéal de purification. Alors bon, voilà, c'est une perspective, on va dire, hygiéniste. Il y a vraiment cette idée de purifier le corps, d'atteindre, on va dire, le corps idéal, de retrouver ce qu'on appelle en anglais le bikini body. Donc voilà, c'est la préparation du corps pour l'été. C'est aussi un moment où on amène énormément de restrictions lorsque l'on fait une détox. Alors on entend partout les vertus du jeûne intermittent, les cures de jus vert. On entend aussi voilà comment est-ce qu'on doit composer son assiette pour pouvoir purifier son corps. Et cette perspective hygiéniste, je la trouve à la fois intéressante parce que dans certains cas, elle peut énormément nous apporter. Mais ici, lorsque l'on est épuisé, stressé, fatigué, eh bien, ça n'est pas vers la détox que l'on va parce que, spoiler alerte, le corps sait naturellement éliminer ses déchets. Donc, c'est même l'une de ses fonctions principales. Donc, on ne va pas avoir besoin de le purifier parce qu'en fait, il le fait en continu. Le foie, les reins, les intestins, les poumons, la peau, ils font déjà tout ça et ils n'ont pas besoin d'être privés davantage, surtout dans le contexte de vie que nous pouvons avoir, c'est-à-dire que nous sommes souvent stressés, on est essorés par le travail, on est aussi au contact de nombreux polluants, on a tout un tas d'interactions, on va dire, avec notre environnement qui peuvent nous amener des contrariétés, aussi bien des contrariétés économiques, familiales, sentimentales. Des fois, il y a des choses aussi dans notre corps qui dysfonctionnent, on a des mots qui s'expriment. Donc vraiment, on ne va pas donner plus de travail au corps qu'il n'en a déjà.
et d'autant plus en le privant de nutriments qui sont essentiels. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui donner des ressources pour lui permettre de fonctionner correctement. Alors, moi, j'ai envie de vous poser deux questions avant de continuer. Donc, ma première, c'est si je devais vous proposer de noter l'intensité de votre fatigue, si vous deviez la noter entre 0 et 10, 0, tout va bien, et 10, vous êtes extrêmement fatigué, où est-ce que vous vous situeriez? Donc là, j'ai 8. Prenez le temps. Michel, 6. Clara, 6. Estelle, 5. Donc voilà, donc déjà, là, on a un premier indicateur. Lorsque la fatigue n'est pas à 0, la fatigue n'est pas à 1, la fatigue n'est pas à 2, ça veut dire que l'on doit prendre soin de cette sphère-là. Autre question, si je vous proposais de noter l'intensité de votre stress, 0, vous n'êtes pas stressé du tout, et 10, vous êtes extrêmement stressé. Où est-ce que vous vous situeriez sur cette échelle? Clara, elle est à 6. Simarté à 6, 7. Michel à 3. Donc voilà, donc là, on a des réponses. Estelle à 5. Donc voilà, on a des réponses qui sont variables. Et donc, on se dit que lorsqu'on a une fatigue à plus de 5 et qu'on a un stress à plus de 5, eh bien, on va apporter particulièrement de soins à cette sphère parce que ça veut dire que le corps a besoin d'être soutenu. Et donc, je vais vous expliquer, on va aller un petit peu voir comment. Donc, on va lui donner de l'énergie, bien sûr. Alors ça va être grâce à des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments et bien sûr, une hygiène de vie au service de ces organes que l'on appelle aussi les émonctoires en naturopathie. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est nourrir, soutenir le corps pour lui redonner de la vitalité et l'aider aussi à mieux éliminer. D'accord? Parce que notre priorité, ça va être de continuer à maintenir cette fonction d'élimination et en apportant tout ce dont le corps a besoin, eh bien, ces fonctions d'élimination, elles vont pouvoir se faire, on va dire, sans entrave. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de cette conférence atelier, c'est vraiment de vous donner des pistes de santé naturelle qui puissent en fait vous aider à sortir de l'hiver, rentrer dans le printemps en nourrissant ce que l'on appelle en naturopathie le terrain. On imagine que nous sommes tous et toutes des jardins et donc on va vouloir nourrir la terre pour que des belles fleurs puissent en sortir, pour que la vitalité puisse rayonner. Eh bien, c'est cela qu'on va vouloir faire avec l'hygiène de vie. C'est une hygiène de vie qui va soutenir justement la pousse et la floraison pour retrouver de la vitalité. Alors, avant de dérouler tout, je voulais un petit peu vous expliquer comment j'ai conçu cet atelier conférence. Alors déjà, je me suis basée sur quelque chose qui est important en naturopathie, c'est la cure de revitalisation. C'est une cure qu'on utilise pour les personnes qui sont particulièrement affaiblies. C'est une cure qui permet de redonner de l'énergie, redonner de la vitalité. Mais à tout cela, j'ai ajouté d'autres. En tout cas, c'est pas que j'ajoute, mais en tout cas, j'appuie sur certains sujets parce qu'ils me semblent vraiment essentiels. Et avec ces éléments-là, en fait, je me base sur les personnes que j'ai reçues en consultation, que je reçois en consultation qui sont épuisées, stressées. Donc voilà, c'est vraiment combiner tous ces besoins-là, plus je me base sur les recherches du docteur Guillaume Font.
Donc, docteur Guillaume Font est un psychiatre qui fait des recherches sur la santé mentale. Donc, sa spécialité, c'est plutôt la recherche sur la dépression, sur l'anxiété, sur le stress. Et donc, dans ses recherches, il fait le lien entre l'importance de la nutrition et la bonne santé du cerveau, la bonne santé des intestins. Donc, j'ai compilé aussi une partie de ce qu'il peut transmettre dans ses ouvrages pour vous préparer cet atelier. Alors donc, on va commencer à parler de ce qui nous anime et ce qui nous fait souvent rentrer, c'est la première porte en général qui nous fait rentrer vers la santé naturelle, et on va parler d'alimentation et notamment d'alimentation revitalisante. Alors, bon, j'imagine que si vous êtes là, vous devez déjà le savoir, mais c'est toujours bien qu'on s'en reparle. Dans l'alimentation, il y a des choses que l'on va éviter ou plutôt remplacer. J'entends par là les aliments très transformés. Donc, juste pour rappel, les aliments très transformés, ce sont les aliments que l'on achète déjà cuisinés, qui sont prêts à la consommation, on les met dans le micro-ondes et hop, on peut les manger tout de suite. Ils sont en général vendus dans des sachets, dans des boîtes, ils ont plein de couleurs, ils sont parfois très sucrés, parfois assez salés. Donc, pourquoi on va faire particulièrement attention à ces aliments très transformés? Parce qu'ils sont difficiles à reconnaître par le corps. On utilise tout un tas d'ingrédients qui compliquent le message de l'aliment. Et donc, certains ingrédients, à l'intérieur de ces compositions, vont aussi créer des phénomènes, alors notamment d'addiction, lorsqu'ils rencontrent d'autres nutriments, ou ils vont aussi ou provoquer de l'inflammation. Donc, on veut particulièrement éviter ces aliments-là pour ne pas donner de travail supplémentaire à notre corps dans un contexte de stress, de fatigue, d'épuisement, d'anxiété. On va vouloir aussi avoir un regard particulier sur les excitants. Alors, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez tout. Je suis en train de vous dire la dose fait le poison selon les principes de la naturopathie. Alors, dans les excitants, il y a des choses qu'on aime énormément. Alors, je pense au chocolat, et notamment au chocolat noir. Je pense notamment au café. Je pense notamment au thé. Il y a aussi l'alcool. Donc, tous ces aliments sont des excitants. Ce sont des excitants qui peuvent, à haute dose, perturber le sommeil et amplifier le stress. Donc, nous, la vigilance que l'on va avoir, c'est pas de les sortir complètement de notre vie, d'accord? Ce n'est pas mon propos ce soir. Simplement, si vous sentez que vous êtes stressé, épuisé, fatigué, eh bien, c'est le moment de regarder quelle est votre consommation, parce que peut-être que vous consommez beaucoup d'excitants pour vous maintenir dans la cadence, et peut-être que c'est le moment de rétropédaler dans le sens où vous pouvez, par exemple, si vous buvez 10 cafés par jour, eh bien, voyez si vous pouvez remplacer 5 des 10 cafés, par exemple, par un décaféiné. Voyez si vous avez envie de goûter, par exemple, la chicorée, peut-être que ça peut être une alternative qui pourrait vous plaire. Si vous êtes plutôt amateur, amatrice de thé, alors peut-être que la tisane pourrait vous plaire vers 16 heures, par exemple. Voilà, l'idée, c'est vous pouvez garder votre tasse de café, votre tasse de café plaisir. S'il y en a 2, il y en a 3, c'est complètement OK. S'il y en a plus et que vous avez une fatigue et un stress à plus de 5, alors à ce moment-là, peut-être que vous pouvez réorganiser un peu cette consommation pour limiter l'empreinte des excitants sur votre système nerveux et sur votre corps en général. Alors, par quoi on va remplacer? Alors, d'abord, on va commencer par quelque chose de basique et simple, c'est qu'on va composer une assiette qui est
variée puisqu'elle va avoir des couleurs, des textures, elle va être de saison, cette assiette, parce qu'on va vouloir, grâce à tout ça, nourrir le microbiote. À l'intérieur de cette assiette, on va la composer d'une certaine manière. On va mettre une protéine qui est animale ou végétale. Donc, la protéine animale, en général, on sait très bien ce que c'est. La protéine végétale, un peu moins, alors je vais m'exprimer là-dessus. La protéine végétale, c'est l'assemblage d'une légumineuse, donc lentilles, pois chiches, haricots, etc., avec une céréale, du riz, du quinoa, des pâtes. Et là, on aura une protéine végétale de qualité. Le tofu est également une protéine végétale. Le tempeh est également une protéine végétale. Et donc, voilà, on se dit qu'au sein de notre assiette, on va vouloir mettre un focus particulier sur les protéines. On va aussi mettre des légumes crus et des légumes cuits. Et ça va représenter la moitié de notre assiette. Et bien sûr, on va pouvoir ajouter des féculents. Alors, si on a déjà une assiette végétarienne, eh bien, on en a normalement de fait. Si vous avez plutôt une alimentation carnée, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, un morceau de pain au levain. Vous pouvez aussi ajouter du riz semi-complet. Vous pouvez ajouter des pâtes avec ou sans gluten en fonction de votre sensibilité. Vous pouvez ajouter des pommes de terre, des patates douces. Bon, vous voyez où je veux en venir. Alors, concernant la protéine, j'avais envie de m'attarder un petit peu sur ce sujet-là parce que je m'aperçois en consultation que beaucoup de personnes ont des protéines dans leur alimentation, mais malheureusement pas suffisamment. Les recommandations, on va dire générales, c'est de manger 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Sauf que moi, j'ai décidé d'arrondir à 1 gramme parce que vaut mieux en avoir trop que pas assez, surtout quand on n'en a pas eu suffisamment pendant de nombreuses années, parce que parfois, c'est pendant de nombreuses années qu'on n'a pas suffisamment de protéines. Donc, l'idée, c'est de mettre 1 gramme, comme ça, on sait exactement le poids égale le même grammage en protéines. Et parfois aussi, en consultation, les personnes me disent « Ah, bah, il n'y a pas de souci, j'ai ma dose de protéines. » Ça m'étonnerait. Parce que lorsque vous mangez, par exemple, 2 œufs, eh bien, ce n'est pas parce que vous mangez des œufs de, je ne sais pas, 20 grammes que vous avez 20 grammes de protéines. En fait, lorsque vous allez manger 3 œufs, vous allez avoir 20 grammes de protéines. Lorsque vous allez manger une boîte de sardines, vous allez avoir 20 grammes de protéines. Donc, je vous invite, si le sujet vous interpelle, à faire des recherches sur le type de protéines que vous mettez dans votre assiette afin de savoir quelle est la quantité de protéines que vous consommez chaque jour pour avoir votre dose suffisante. Parce que les protéines, elles sont essentielles. Les protéines, c'est un peu la base de construction de nos cellules. Elles contribuent vraiment à la structure du corps. Donc, on en a absolument besoin. Lorsque l'on met de la protéine dans notre assiette, c'est qu'on donne la matière première à notre corps pour fonctionner, faire les basiques. Donc, c'est vraiment un aliment indispensable. De la même manière, dans notre assiette, on va vouloir mettre du cru et du cuit en termes de légumes et de fruits de saison. Je vous invite alors souvent, quand on va au marché et qu'on a des producteurs locaux, on sait à peu près ce qui se passe dans la terre à cette saison-là parce que forcément, ils produisent en fonction de la saison, donc on a quelques repères. Par contre, lorsqu'on achète notre nourriture en supermarché, eh bien, toute l'année, on peut avoir des tomates, des concombres à disposition, des poivrons, et se retrouver en été et avoir du chou-fleur. Donc, si le sujet vous intéresse aussi, il y a certaines enseignes qui mettent à disposition des documents
qui sont téléchargeables gratuitement et qui vous donnent une indication des fruits et des légumes que l'on peut manger durant les saisons. Et d'ailleurs, ils font même parfois par mois. Alors, pour vous donner un peu un ordre d'idée, pour ce qui nous arrive en mai, eh bien, on aura des artichauts, des asperges, des dattes, des kiwis, des oranges, des champignons, du chou-fleur, des pomelos, des pommes, de la patate douce, des poireaux. Voilà, ça vous donne une petite idée de tout ce que l'on peut avoir. Et la liste continue, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça pour savoir comment manger de saison. Si aujourd'hui vous avez l'envie de le faire, mais vous ne savez pas trop comment le faire. Ensuite, ce qui me semble particulièrement intéressant à mettre dans son assiette lorsque l'on est épuisé, lorsque l'on est fatigué, ce sont les graines germées. Les graines germées, elles sont très intéressantes parce qu'on a vraiment le principe de croissance de la plante. C'est vraiment, on est en train de, lorsque l'on mange une graine germée, de manger la plante à son, voilà, au moment où elle est au maximum de sa vitalité pour croître. Donc, elles sont particulièrement intéressantes pour nous revitaliser, nous redonner des minéraux, nous redonner des vitamines. Et elles sont très bonnes à manger. Alors, j'aime beaucoup les graines d'alfalfa, mais vous pouvez aussi manger des graines de brocoli, des graines de radis. Voilà, vous avez plein de variétés à faire germer. Je vous invite à les manger plutôt le matin ou le midi, parce que le soir, elles pourraient vous donner un regain d'énergie qui vous empêcherait peut-être de trouver le sommeil, si vous avez un sommeil un peu agité. Donc voilà, on les met plutôt au petit déjeuner, si vous avez un petit déjeuner salé. On les met aussi au déjeuner. Une chose avant de les consommer, si vous les achetez en supermarché ou si vous les faites germer par vous-même, alors c'est super de les avoir dans l'assiette. Simplement, s'il vous plaît, rincez-les parce que ce sont des aliments qui sont vivants, qui ont besoin d'eau et parfois, il y a des bactéries qui se glissent dans cette vie vivante. Donc, s'il vous plaît, rincez-les pour être sûr d'avoir des aliments qui ne vous feront pas de mal. Autrement, je pense aussi, alors pour nourrir le microbiote, pour aussi nourrir en fait tous les organismes vivants que nous avons dans les intestins et pas que, je pense à l'alimentation fermentée. L'alimentation fermentée, elle est très intéressante parce que, en plus de diversifier les micro-organismes que nous avons dans les intestins, eh bien, ça permet de soutenir la digestion et ça nous intéresse particulièrement à la sortie de l'hiver. On a mangé un peu riche, on a un peu moins d'énergie sur le changement de saison, donc clairement, on veut soutenir le corps dans cette transition. Et les aliments fermentés, alors ils sont très faciles à trouver. Alors ça peut s'acheter sous forme de jus lacto-fermenté en magasin bio. Je vous conseille quand même de commencer par la carotte avant le jus de légumes, multilégumes, si vous avez un petit peu de sensibilité en général au goût, parce qu'il est très beau en couleur, mais quand on n'a pas l'habitude de la fermentation, ça peut un peu nous secouer. Je vous invite aussi à goûter le kombucha, qui est une très bonne alternative, par exemple, quand vous adorez votre apéro en été et que vous n'avez pas du tout envie de mettre fin à cette convivialité, eh bien, vous pouvez tout à fait consommer du kombucha ou du kéfir, qui sont particulièrement intéressants. Le tofu lacto-fermenté aussi est très intéressant. La sauce tamari, qui est une sauce japonaise que vous pouvez mettre dans vos vinaigrettes. Le miso, que l'on peut mettre dans de l'eau tiède. Alors, le miso, pour garder tous ces principes, tous ces ferments, eh bien, on ne le fait pas bouillir. Donc voilà, on le fait doucement chauffer jusqu'à ce que ça puisse se délier dans l'eau. Mais le miso, vous pouvez aussi le mettre dans vos sauces vinaigrettes.
Les produits à base de levain, donc tous les pains au levain et tout ce qui est à base de levain dans votre alimentation, c'est super intéressant. Le vinaigre de cidre lorsqu'il est non pasteurisé. Les légumes lactofermentés. Alors, les légumes lactofermentés, vous pouvez les acheter en magasin bio, en bocaux. Ça peut être de la betterave, ça peut être du chou, ça peut être de la carotte. Et vous pouvez en mettre une portion dans votre assiette. Ce sont les cornichons et les olives. Alors, voilà, vous avez vraiment un panel assez large à essayer, à tester, à goûter. Je vous invite à réitérer, à les consommer si au départ vous ne les avez pas aimés. Parfois, à force de retester, on finit par commencer à apprécier parce que quand même, la fermentation, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de si facile à consommer quand on a eu l'habitude de manger une alimentation plutôt harmonisée, on va dire, qui est pas trop salée, pas trop sucrée. Voilà, quand on a des sensibilités avec le goût, on y va tout doux sur la fermentation, on fait des tests. Ensuite, j'ai envie de vous parler des oméga 3. Les oméga 3, ils sont super importants parce qu'ils contribuent à l'équilibre hormonal, à la santé cardiovasculaire, à la bonne circulation sanguine, ils éteignent l'inflammation, enfin voilà, ils sont vraiment essentiels dans notre alimentation. On peut en consommer d'origine végétale et d'origine animale. Donc, on va trouver des oméga 3 d'origine animale dans les petits poissons gras. Donc, ce sont les sardines, les maquereaux, le hareng, la truite, le foie de morue. Donc, tous ces petits poissons gras, on en mange 2 à 3 fois par semaine parce que cela nous donne notre apport en oméga 3. Et en plus de ça, lorsque l'on ouvre une boîte de sardines, ça nous fait 20 grammes de protéines. Donc, c'est parfait. On a nos 20 grammes pour le repas. De la même manière, les oméga 3 d'origine végétale, on va les trouver dans les graines de lin, dans les graines de chia, dans des noix, dans les noix. On les trouve aussi dans certaines huiles, comme l'huile de cameline. L'huile de lin, alors simplement faites attention, c'est une huile qui est très fragile, donc on la consomme dans les 3 mois après ouverture et on la laisse au frigo. Donc voilà, ce sont des huiles et des produits qui vous permettront d'avoir vos oméga 3 d'origine végétale. Et ils sont aussi très intéressants à avoir dans l'alimentation. Notez simplement que l'oméga 3 d'origine animale n'égale pas l'oméga 3 d'origine végétale. Donc, comme je vous disais dès le début, c'est important de varier son alimentation parce que tout ne s'équivaut pas dans l'alimentation. Donc, on compose avec un maximum de diversité, alors pas forcément au cours du repas, mais en tout cas tout au long de la semaine ou tout au long du mois. Autrement, euh, je voulais vous parler de quelque chose qui est somme toute assez basique et qui est pourtant essentiel, c'est la consommation d'eau. Alors, lorsque l'on dit il faut boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, ceci n'englobe pas votre café, ceci n'englobe pas votre thé ni votre tisane. Vraiment, c'est très important de boire de l'eau claire parce que l'eau éteint le feu, l'eau permet la circulation, vraiment, elle est essentielle. Lorsque vous allez boire de l'eau dans votre café, ça ne va pas être le même message pour votre corps que boire de l'eau claire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment, on varie les apports et donc nécessairement, si je bois un café, c'est pas comme si je buvais une tasse d'eau. Donc, très important lorsque l'on est épuisé, lorsque l'on est fatigué, l'eau contribue à transporter l'oxygène. Donc, vraiment, l'oxygène, en plus, elle permet de créer de l'énergie dans les cellules. Donc, clairement, on a notre gourde à proximité que l'on sait qu'on va remplir 1 ou 2 fois en fonction de sa grandeur pour savoir connaître à peu près notre consommation journalière.
Évidemment, comme vous assistez à l'atelier d'une naturopathe, je vais avoir une approche pluridisciplinaire. Donc là, on vient de parler de l'alimentation. Donc ça, c'est super d'avoir une alimentation variée de saison, etc., d'avoir les bons macronutriments, micronutriments. Mais il est aussi très important pour aider le corps à bien fonctionner, aider le corps à bien éliminer, de se mettre en mouvement. Et oui, se mettre en mouvement, en fait, ça contribue à plusieurs choses. Déjà, on se met à respirer, on se met à transpirer, et la transpiration, ça soulage l'émonctoire peau. Selon la naturopathie, c'est une porte de sortie pour un certain nombre de toxines. Donc, clairement, on en profite, on va transpirer lorsque l'on fait son sport. Alors, ce soir, je vais vous parler de pratiques, on va dire, qui sont plus adaptées pour des personnes qui sont fatiguées, épuisées. L'idée n'est pas de vous épuiser davantage en vous disant d'aller courir un marathon, de faire du HIIT pendant 40 minutes, parce que au contraire, ça activerait vos surrénales et peut-être que ça vous mettrait complètement à plat. Donc ça, vous le gardez quand vous aurez 9 sur 10 en énergie, lorsque vous aurez 8 sur 10 et un stress. Non, je suis en train de prendre l'échelle du mauvais côté. Quand vous aurez une fatigue à 2 sur 10 et quand vous aurez un stress à 3 sur 10, là, si vous avez trop envie de faire du HIIT, allez-y parce que normalement, les dégâts ne seront pas trop conséquents. Lorsque on se sent hyper crevé, eh bien, on adapte son exercice physique. Alors, ce que je vous conseillerais de faire si c'est votre cas, alors déjà, c'est reprendre l'activité que vous aimez, qui est une activité de mouvement, comme la marche, le yoga, la danse, enfin quelque chose qui, au départ, vous fait vraiment plaisir, qui vous amène de la joie. Ça, c'est la première chose, d'accord? D'aller au sport avec moyen l'envie, on y va à reculons parce que bon, quand même, il faut se préparer parce que bon, quand même, on dit que c'est très bien d'avoir une activité physique et blablabla. Voilà, je vous invite à trouver quelque chose qui vous fait vibrer. Ça, c'est la première. Ensuite, vous pouvez aussi, le week-end, avec vos animaux de compagnie, avec peut-être vos enfants, avec vos partenaires de vie, vos amis, aller marcher en nature. C'est super intéressant la marche en nature parce que ça permet de soutenir émotionnellement. Alors aujourd'hui, il y a des études qui commencent à sortir sur les bains de forêt et les bains de forêt qui justement apaisent les troubles de santé mentale. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. On est en contact avec la nature, on observe, on est dans nos sens. Et aussi, on est en mouvement et ça, c'est très intéressant pour le système nerveux. Donc, la marche en nature, on adore. De la même manière, dans la marche en nature, on est aussi au contact de la lumière naturelle et ça, c'est particulièrement intéressant pour les hormones qui sont chargées de nous maintenir en éveil ou alors plutôt nous accompagner dans le sommeil. Donc, la marche, si vous aimez ça et que vous avez accès pas très loin de chez vous, ne serait-ce qu'à un parc, ne serait-ce qu'à une portion de fleuve, de rivière, de canal, si vous avez accès à une forêt, eh bien, allez-y une fois le week-end parce que ça fait vraiment le plus grand bien et ça apporte aussi énormément d'ancrage parce que ça a un impact sur le système nerveux. Aussi, quelque chose de très intéressant lorsque on se sent particulièrement stressé, c'est l'exercice de shaking. Shaking comme se secouer en anglais. Alors, l'exercice de shaking, là, dans mon petit carré, je ne vais pas pouvoir vous accompagner à le faire. Simplement, je vais vous le décrire maintenant. En fait, il s'agit de se mettre sur ses deux pieds. On est debout et on va chercher notre verticalité, trouver notre axe sur nos pieds et puis progressivement, on va commencer à secouer tout le corps. Vraiment, on se secoue comme un animal qui voudrait retirer l'eau dans laquelle il s'est baigné et pour se sécher complètement.
Donc voilà, on retire au maximum toute l'eau imaginaire que l'on a sur le corps, on se secoue vivement et puis progressivement, on accélère, on accélère, on accélère. Et quand on sent que des choses commencent un peu à lâcher, et puis on peut progressivement décélérer jusqu'à revenir progressivement à l'immobilité. Prenez quelques instants lorsque vous avez fait un exercice de shaking, de revenir les yeux fermés ou les yeux ouverts en fonction de vos possibilités, dans vos sensations de corps pour voir ce qui se produit, notamment dans les vibrations laissées par le fait de se secouer. C'est vraiment très intéressant parce que cela permet de se reconnecter à notre corps, de se reconnecter à nos sensations et puis aussi d'observer ce qui a lâché, ce qui s'est détendu, ce qui s'est délié. Donc, exercice super intéressant si vous sentez que vous avez énormément de pression en vous. Vous pouvez aussi même le faire au travail. Vous allez vous enfermer aux toilettes. Pendant 5 minutes, vous allez vous secouer comme des animaux qui ont besoin de retirer toute l'eau qu'ils ont sur leur pelage et clairement, ça pourra désamorcer un moment de tension dans votre système nerveux. Évidemment, c'est quelque chose dont vous pouvez abuser avec les personnes autour de vous parce que lorsqu'on le fait, ce qui est super cool, c'est que notre système nerveux, il est en miroir. Donc, si je me détends, vous vous détendez aussi et vice-versa. Donc, on est vraiment à ce moment-là en lien et ça, c'est aussi beau et ça soutient notre santé mentale et notre vitalité. Une dernière chose concernant le mouvement, j'avais envie de vous proposer 2 petits exercices. Alors, donc, c'est des exercices qu'on peut faire sur chaise et que vous pouvez reproduire chez vous. Alors, le premier exercice, ce sont des étirements. Donc, les étirements des flancs. Donc, on va chercher, en fait, avec la main à aller chercher le mur juste à côté de nous. Alors là, je suis complètement coupée, donc vous ne voyez même pas que ma main, elle est en train d'essayer d'aller toucher le mur juste à côté de moi. Mais vraiment, on va vouloir faire en sorte que notre flanc soit étiré un peu comme un accordéon. Et ensuite, une fois qu'on a fait un côté, eh bien, on prend quelques respirations, quelques expirations. On revient tranquillement et puis on fait l'autre côté. On va vouloir délier complètement, ouvrir complètement notre cage thoracique. On fait en sorte que notre majeur aille chercher le mur qui est là sur le côté et on s'ouvre complètement. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de dilater les muscles de la respiration. Cela travaille aussi sur le diaphragme qui est le muscle qui est au centre de la respiration. Donc vraiment, ça nous intéresse particulièrement. Et puis aussi, en fait, ça nous permet de faire un reset. Ça nous permet de revenir à notre corps et ça a un impact sur notre système nerveux. L'autre chose que j'avais envie de vous proposer, ce sont les torsions. Alors, on va faire, c'est des torsions douces. Donc, on peut mettre la main de cette manière-là, on la met en angle droit et puis ensuite, on peut se tourner tout doucement vers l'arrière et rester là quelques instants pour profiter de la torsion. De la même manière, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma main en angle droit, je me tourne légèrement. J'essaye d'ouvrir et donc on va sentir qu'il va y avoir 2 forces opposées qui vont comme se tordre de cette manière, vont s'essorer en fait. Et donc on recherche ça parce que ça permet de stimuler le foie notamment, et donc ça l'accompagne dans sa mobilité, ça l'accompagne dans toutes les actions qu'il peut faire, et aussi, je pense à la circulation. Donc voilà pour le mouvement. Le mouvement, il est vraiment bénéfique, comme vous l'aurez compris. De la même manière, le mouvement va avec la respiration va avec le mouvement. Et je vais vous proposer là plutôt des respirations que l'on fait immobiles, mais bien sûr, à chaque fois que vous avez une activité physique, eh bien, vous profitez de la respiration, donc c'est super intéressant.
La respiration, elle nous intéresse particulièrement parce que lorsque l'on inspire de l'oxygène, eh bien cet oxygène, il vient irriguer notre sang et le sang va irriguer les cellules de notre corps, ces cellules qui sont dans nos organes. Donc, grâce à cet oxygène-là, eh bien, les mitochondries peuvent créer de l'énergie et ça permet aussi, en fait, aux organes de fonctionner de la meilleure manière possible. De la même manière, lorsque j'expire, eh bien, cela permet de basifier. Dans l'expiration, on est intéressé de basifier en fait notre terrain parce que souvent, lorsque l'on est stressé, on peut dire que l'on s'acidifie, on peut sentir qu'on a parfois des reflux gastro-œsophagiens, on sent qu'on a la salive un peu acide. Bon, on se dit, je sens que ça va pas top à cet endroit-là. Eh bien, l'expiration contribue à basifier tout ça. Alors, il y a énormément d'autres choses qui contribuent à basifier. La respiration à elle seule ne suffit pas, mais en tout cas, elle contribue à rétablir des équilibres. Alors, je vais vous parler d'une première respiration que je trouve très intéressante pour apaiser le système nerveux et soutenir la digestion. Je pense notamment à la respiration en carré. Je vais vous inviter à la faire avec moi. Alors, en fait, dans la respiration en carré, donc on s'installe confortablement. On peut mettre nos deux pieds au sol et peut-être aussi nos deux mains sur les cuisses. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts, c'est votre choix. Et puis, je vais vous guider une première fois pour vous expliquer cette respiration et ensuite, je vais vous guider dans cette respiration. Donc, je vais d'abord inspirer pendant 3 secondes, faire une rétention poumon plein pendant 3 secondes, expirer pendant 3 secondes et ensuite faire une rétention poumon vide pendant 3 secondes. Et donc, on va le répéter pendant, on va dire, 5 fois. Donc, je vais inspirer, 3 secondes, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3, et à nouveau, j'inspire, 1, 2, 3, j'expire, rétention, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3. Et à nouveau, j'inspire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3. Et à nouveau, j'inspire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3. Et la dernière, j'inspire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3, j'expire, 1, 2, 3, rétention, 1, 2, 3. Progressivement, prenez le temps de revenir. Voyez peut-être la différence dans votre corps, sentez les sensations nouvelles. Si vous avez envie d'ailleurs de les partager dans le chat, vous êtes bienvenus. Vous venez de faire une respiration carrée. La respiration carrée, elle est très intéressante parce qu'elle équilibre. Et donc peut-être que là, vous sentez que dans votre corps, quelque chose s'est lissé quelque part. Ce sont les effets de la respiration carrée. Merci pour ton partage, Anaïs. Tu me dis que ça t'a redonné un peu d'énergie et un peu de joie. Merci pour ton partage. C'est vrai que la respiration, et vous pourrez peut-être le constater si vous avez la curiosité de mettre en place cette pratique dans votre quotidien, c'est qu'à la fois, ça peut donner de l'énergie, mais ça permet aussi de ressentir certaines émotions qui parfois sont un peu difficiles à ressentir, notamment quand on est fatigué,
épuisé, un peu au bout du rouleau. On se dit, oh là là, vraiment, il faut que je continue, je garde le cap, etc. Et dans tout ça, il n'y a pas vraiment de joie qui peut émaner parce que tout est sous contrôle en permanence. Eh bien, la respiration, merci pour ton partage, Clara, c'est apaisant. Voilà, c'est la respiration, elle apaise et elle laisse aussi de l'espace à certaines autres émotions d'émerger. Et ça nous intéresse particulièrement. Ensuite, j'avais envie de vous faire découvrir une respiration qui s'appelle Kapalabhati. Alors, Kapalabhati, je la trouve intéressante parce que lorsque on n'a pas d'énergie du tout, parfois on a super froid. Ça veut dire que notre vitalité, elle est un peu basse. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose voilà, qui revient justement lorsque l'on redonne le nécessaire au corps pour fonctionner. Et Kapalabhati, c'est une respiration qui active aussi le feu digestif. Donc, quand on a une digestion un peu au ralenti, parce que on est épuisé, tout ça, et bien ça nous aide bien parce qu'elle active le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire ce mouvement autonome des intestins, et donc ça permet de faire circuler. D'accord? Donc, Kapalabhati, juste une chose, c'est une respiration qui ne se fait pas lorsque on est en grossesse. Donc, vraiment, ou quand il y a une suspicion de grossesse, on évite de la faire juste par acquis de conscience. D'accord? Alors, Kapalabhati, donc, je vais vous inviter peut-être à vous installer donc à nouveau confortablement, les deux pieds au sol. Et puis, vous allez pouvoir déposer vos deux mains sur votre ventre. Donc, juste prenez contact avec votre ventre et voyez le mouvement que fait votre ventre à la respiration. Et je vais vous décrire Kapalabhati. Et ensuite, je vais vous guider dans une pratique de Kapalabhati. Donc, Kapalabhati consiste à expirer. Je ne sais pas si vous entendez bien le son de mon nez. Donc, on va vouloir expirer d'une manière vive par le ventre et l'inspiration, en fait, elle va s'ouvrir comme en réaction à l'expiration, en fait. Donc, on va vouloir vraiment avoir un impact sur l'expire et on relâche l'inspire, le ventre va se relâcher par lui-même. D'accord? Donc, l'idée, c'est pas de contracter les abdominaux, non, au contraire, en fait, c'est de faire en sorte que notre nombril aille toucher notre colonne vertébrale. Mais c'est complètement relâché au niveau musculaire. D'accord? Donc, on va pouvoir faire, je vais vous inviter à faire 10 Kapalabhati et vous allez expérimenter. Alors, au départ, vous allez voir, c'est un peu curieux. Je vous invite à poursuivre l'expérience et à tester. Donc, vous pouvez déposer vos deux mains sur le ventre, fermer les yeux ou les garder ouverts si vous le souhaitez. Et puis, on va prendre une première expiration. Donc, c'est par le nez que l'on fait Kapalabhati. C'est l'expiration par le nez. Et ensuite, j'expire. Et la dernière, j'expire. Donc, on revient de ça, on voit peut-être qu'il y a des changements qui sont arrivés dans notre corps, peut-être que la température a un peu augmenté, peut-être que vous avez senti aussi que ça a activé votre ventre, peut-être que vous avez peut-être le tournis, peut-être que ça vous a au contraire beaucoup détendu. Voilà, plein de sensations peuvent se ressentir lorsque l'on fait de la respiration. Cette respiration qui est en fait donc un pranayama qui est issu de la culture de respiration yogique, c'est une respiration que l'on fait souvent à jeun le matin pour activer le feu digestif. Donc, je vous invite à la pratiquer plutôt le ventre vide pour pas avoir de bloup bloup
dans le ventre lorsque vous la pratiquez après un petit déjeuner, par exemple, ou en fin de journée pour vous dire, ah bah tiens, je vais un peu remonter ma température intérieure et puis bah, ça bouge à l'intérieur, quoi. Donc voilà pour Kapalabhati, on peut en faire vraiment plusieurs cycles. Alors donc là, on vient de faire un cycle de Kapalabhati, donc vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 20. Et ensuite, une fois qu'on a fini le cycle, j'expire à nouveau. Et ensuite, je le refais encore 10 fois, j'expire à la dernière. Et à nouveau, je le fais 10 fois. Donc voilà. C'est à vous de devoir vous observer votre corps. L'idée n'est pas de faire des cycles de 40 par 40 Kapalabhati parce qu'en fait, vous allez voir que peut-être que ça va chauffer au niveau musculaire parce qu'au début, on a tendance, on ne sait pas tellement quelle zone mobiliser. Donc, commencez par 10, peut-être 2 séries de 10 et ensuite 3 séries de 10 pour voilà, juste le temps de ressentir et de voir comment vous pouvez faire évoluer votre pratique. Donc voilà pour la technique de respiration qui s'appelle Kapalabhati. Ensuite, en naturopathie, donc on va avoir les pratiques respiratoires qui vont particulièrement nous intéresser, mais il y a également ce que l'on appelle, alors ce que moi j'appelle les soins par l'eau, ce qu'on peut appeler aussi l'hydrothérapie. L'hydrothérapie, alors, donc, elle peut s'utiliser de plein de manières. Et moi, j'ai sélectionné 3 choses que je trouve intéressantes lorsque l'on est stressé, épuisé, fatigué. La première chose, c'est la bouillotte. La bouillotte, on la place sur le foie. Donc, le foie, pour repère, c'est sous le sein droit. Et donc, on peut la placer le soir pendant 20 minutes après le dîner, avant d'aller se coucher. Cette pratique, elle va nous intéresser parce qu'elle va chauffer la température du corps en général et elle va aussi amener le foie à température. 42 degrés, c'est sa température idéale pour fonctionner au top du top. Donc, la bouillotte, en général, on en a toujours une qui traîne dans le placard. Vous pouvez l'utiliser pendant toute la période froide. Et même au printemps, alors là, il se trouve que, en tout cas à Paris, on a de la chaleur, on a 25 degrés, donc on sue, évidemment, on ne veut pas de bouillotte ce soir. Mais si, par exemple, à nouveau, la température se rafraîchit au printemps, eh bien, vous pouvez continuer à utiliser votre bouillotte et vous verrez les effets qu'elle peut avoir sur votre digestion, sur votre énergie en général. N'hésitez pas à observer tout ça. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas de problème de circulation particulier, le bain chaud est très intéressant pour transpirer, et notamment le bain dans lequel on met du sel d'Epsom, parce que le sel d'Epsom, il est riche en minéraux, et du coup, la peau, elle va boire les minéraux, et ça va nous donner un apport en minéraux supplémentaire. Ça va permettre en fait aux muscles de se détendre. Et nous, c'est ce que l'on recherche. De la même manière, le bain chaud, il va être apaisant pour le système nerveux et il va aussi nous permettre de transpirer. Et encore cette perspective d'élimination, là, en fait, on soutient le corps d'une manière douce pour l'aider à évacuer ces toxines. Donc, exit les bains froids, exit toute cette mode autour du bain froid. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il faut le faire dans des bonnes conditions au bon moment. Et donc, lorsque l'on a une fatigue à 8 sur 10, lorsque l'on a un stress à 9 sur 10, eh bien, on amène au corps ce dont il a besoin pour se régénérer et pas pour le stresser davantage. Je pense aussi au brossage à sec. Alors, le brossage à sec, c'est un peu une pratique, on va dire, qu'on utilise dans le monde de la beauté. En naturopathie, on l'utilise beaucoup, notamment pour favoriser la circulation de la lymphe. La lymphe, ce sont les liquides, c'est l'eau, c'est le sang. Donc, on va utiliser une brosse. Alors celle-ci, par exemple, mais vous en avez avec des manches longs, vous en avez aussi des plus petites pour le visage. Voilà, ce sont des brosses qui s'achètent sur Internet ou en grande surface, qui sont spécifiques pour le brossage à sec.
Donc, si vous le faites pour la première fois, peut-être commencer par une brosse douce qui, justement, ne va pas vous ratisser le corps ni le visage, parce que oui, Anaïs, tu découvres que ça se fait pour le visage, donc voilà, on ne va pas se mettre un coup de râteau sur le visage, hein, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais par contre, on va commencer par faire des petits mouvements comme ça, circulaires, des petits mouvements qui commencent par les pieds, qui remontent le long des jambes. Et donc, on va aller chercher en fait les circuits lymphatiques, hein. Donc, on va vouloir remonter vers le centre du corps. Et on va brosser les fesses, on va brosser le bas du dos. Et pareil, le bas du dos, on va essayer de faire amener le mouvement en fait circulaire et on va le faire descendre, d'accord? Sur les flancs, ça va être la même chose. Sur le haut du corps, ça va être la même chose. On va vouloir vraiment ramener vers le centre, d'accord? Pour permettre en fait, au système lymphatique de bien s'activer et aussi aux glandes de pouvoir s'activer elles aussi et de bien faire leur travail pour voilà, de circulation, de gestion des toxines, etc. Ah bah voilà, Clara, elle dit, c'est très agréable, d'ailleurs, on se sent légère après. Donc voilà, on a un retour sur le brossage à sec. Et par exemple, lorsque, pour une raison que j'ignore, eh bien, vous ne pouvez pas faire de sport et que voilà, vous êtes trop fatigué pour en faire, eh bien, vous pouvez vous faire un brossage à sec, une pratique de respiration et puis un petit bain chaud pour transpirer et un petit étirement, éventuellement un petit étirement doux. Comme ça, vous vous êtes mis en mouvement, vous avez transpiré, vous avez fait circuler votre lymphe, vous avez eu plein de bénéfices en même temps sans apporter de l'épuisement à votre corps. Alors, je ne dis pas que le mouvement épuise le corps, bien au contraire, mais il y a des moments où le mouvement n'est pas toujours indiqué et n'est pas toujours permis. En fait, on ne se sent pas toujours d'aller marcher en forêt lorsque on est épuisé, fatigué, stressé. Donc voilà pour les pratiques de soins par l'eau. Alors, je vais finir sur les compléments, on va dire les soutiens naturels. Donc, ce sont les compléments alimentaires et les super aliments. Alors, je vais commencer par d'abord les super aliments, évidemment, parce que eh bien, pour le corps, manger un complément alimentaire n'équivaut jamais à manger un aliment. Donc, je favorise toujours dans l'alimentation ce qui permet de me revitaliser, d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de minéraux, de vitamines, etc. Et je pense notamment au pollen frais. Le pollen frais, super intéressant parce qu'il est très riche en vitamines, il est très riche en minéraux. Il revitalise lorsque on a une vitalité qui est en dessous du niveau de la mer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des ferments dans le pollen frais. Donc, c'est comme si vous étiez en train de manger un aliment fermenté. Ça nourrit notre microbiote, donc c'est super intéressant. Simplement, il faut juste prendre en compte qu'il y a une contre-indication évidemment qui est majeure, c'est l'allergie au pollen. Voilà. Donc, s'il vous plaît, personne qui est allergique au pollen, n'en mangez pas. Vous pouvez par contre manger de la spiruline. La spiruline, donc c'est également un super aliment. Donc, c'est une algue d'eau douce qui est verte. C'est une algue bleue, pardon. Et elle est très intéressante parce qu'elle est reminéralisante, elle est très riche en minéraux, en vitamines, etc. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut la prendre progressivement. Si, par exemple, vous décidez de faire une cure de spiruline, eh bien, je vous invite, si vous la prenez en comprimé, à prendre un comprimé pendant 3 jours, 2 comprimés pendant 3 jours, 3 comprimés pendant 3 autres jours, etc. Et la prendre vraiment au fur et à mesure parce que la spiruline, en fait, elle est tellement riche en vitamines, en minéraux qu'elle peut accélérer la digestion et donc ça peut être, et on peut faire une crise curative. Donc, du coup, on se dit, on y va tranquille. Comme ça, on accompagne aussi le corps. C'est vraiment cette histoire de s'accompagner en douceur dans l'élimination de nos toxines tout en reminéralisant. C'est vraiment l'idée. Ensuite, je pense au magnésium. Alors, le magnésium, on va le prendre sous la forme bisglycinate.
La forme, alors parfois on se dit, ah bah tiens, le magnésium marin, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est vraiment 100% naturel, etc. Alors, oui, et en même temps, c'est une forme qui est moins bien assimilée. Donc, le bisglycinate, ce qui est intéressant, c'est qu'il est mieux assimilé. Et en plus de ça, pour un système digestif qui est un peu capricieux, qui est un peu fragile, eh bien, on est sûr de pouvoir l'accompagner en douceur. Le magnésium, c'est un minéral super important parce qu'il il est cofacteur de nombreuses actions dans le corps et il active notamment l'apaisement du système nerveux. Il permet aussi aux muscles de se relâcher. Il permet au foie de bien fonctionner. Enfin bon, voilà, le magnésium, il est vraiment super important. Donc, si vous voulez savoir à quoi il sert, je vous invite à faire des recherches parce que je ne pouvais pas trop tout développer ici. Mais en tout cas, si vraiment vous êtes stressé, épuisé, fatigué, le magnésium est l'un des minéraux privilégiés. Si vous avez à choisir, prenez du magnésium parce que de toute façon, le magnésium rentre en conflit avec le calcium en cas de stress. Dans votre cellule, le calcium va rester, le magnésium va fuir. Donc, c'est très rare qu'on se retrouve avec trop de magnésium dans le corps. On est plutôt carencé. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous avez des crampes, un mauvais sommeil, vous vous sentez très fatigué, etc., vous pouvez commencer une supplémentation en magnésium bisglycinate sans trop de difficultés, on va dire. Ensuite, je pensais à la vitamine D3. Alors, la vitamine, alors, évidemment, je vais vous dire, là, on est au printemps. À partir d'avril, normalement, on peut commencer à synthétiser la vitamine D lorsque l'on se met au soleil. Donc, on se met au soleil d'une manière spécifique selon la naturopathie, c'est qu'on s'expose 30 minutes. 30 minutes lorsque le soleil n'est pas encore au zénith. On peut s'exposer un maximum, un maximum de peau pour pouvoir synthétiser notre fameuse vitamine D. D'accord? On ne veut pas que notre peau rougisse ou attrape un coup de soleil. Là, c'est vraiment une réaction, le coup de soleil. Donc, ce n'est pas à cet endroit que l'on veut aller. À partir du mois d'avril jusqu'à fin août, au moins, eh bien, on peut synthétiser de la vitamine D. Si vous êtes une personne qui n'a pas le temps, qui travaille par exemple, eh bien, vous pouvez prendre de la vitamine D en supplémentation. Donc, c'est de la vitamine D3, donc vous pouvez en trouver en magasin bio. Et donc, vous pouvez la prendre pendant toute la période où vous n'allez pas tellement vous exposer au soleil. Donc, en général, c'est de septembre à quasiment juin, juillet. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi demander à votre médecin traitant de vous faire prescrire déjà un dosage de votre vitamine D pour savoir où vous en êtes dans vos taux. Et comme ça, cela permettra à votre médecin de vous donner la dose qui vous convient à vous spécifiquement. Et sachez aussi qu'en France, la vitamine D, c'est quelque chose qui peut être prescrit. Vous pouvez demander une supplémentation, alors soit quotidienne, et si vous avez peur de l'oublier, vous pouvez la demander mensuelle. D'accord? Alors, parfois on se dit, ah, mais j'ai entendu dire que mensuel, c'était pas bien, etc. Alors, effectivement, l'idéal, c'est de la prendre quotidiennement, mais mieux vaut une prise mensuelle que 0 prise de vitamine D. Donc, si vous avez à choisir et que vous savez que vous allez l'oublier, prenez-la mensuelle et c'est complètement OK. Et ensuite, progressivement, une fois que vous aurez commencé à intégrer la vitamine D dans votre vie, peut-être que vous pourrez faire évoluer votre pratique et commencer à la prendre quotidiennement. On y va, comme je vous disais, progressivement. Ensuite, je voulais vous parler de l'infusion de romarin. Alors, le romarin, pourquoi? Le romarin, il m'intéresse particulièrement parce que déjà, c'est une plante endémique en Europe. C'est une plante endémique, donc on est sûr qu'elle n'est pas en voie de disparition, qu'elle est locale, qu'elle pousse en général autour de nous facilement parce qu'on en a sur les balcons, dans les jardins, etc. Donc ça nous permet d'avoir même notre propre production. On peut évidemment en acheter en vrac en magasin bio. Et le romarin nous intéresse parce que c'est une plante adaptogène. La plante adaptogène, c'est une plante qui nous permet de nous adapter au stress. Donc, j'ai un pic de stress
Et en fait, grâce à la plante adaptogène, eh bien, ce stress, plutôt que de faire un pic, eh bien, il va se lisser progressivement. Et donc, le romarin, il nous intéresse parce que c'est une plante adaptogène, c'est une plante qui permet de revitaliser, mais c'est aussi une plante qui active le fonctionnement du foie parce qu'elle va activer la production de bile et elle va activer aussi la vésicule biliaire. Donc, voilà, on fait un travail intéressant sur le foie parce que là, on ne va pas le faire produire en mode kamikaze, c'est le printemps, hop, allez, détox. Non, on y va tout doux parce qu'il travaille à la fois sur le foie et en même temps, il tamponne l'intensité du système nerveux et donc forcément, ça va avoir un impact positif sur la digestion. Donc, super, le romarin. Vous pouvez en prendre 1 à 2 tasses par jour à distance des repas et observer les effets du romarin. Alors, j'avais envie de vous partager une dernière chose à propos du romarin parce que je trouve que c'est intéressant en termes de symbolique. Le romarin, c'est la plante de la persévérance. Et donc, je trouve que c'est assez parlant justement quand on a recours à la plante du romarin pour un moment où on se sent super fatigué, on se sent sous tension, on sent qu'il va falloir continuer sur la voie sans flancher. Eh bien, le romarin nous accompagne justement, nous donne de la résilience, nous donne du courage pour la suite de l'aventure. Donc voilà, c'est particulièrement euh, à la fois poétique et en même temps parlant pour des fois voilà, des symboles de la vie. Simplement, les personnes qui souffrent d'obstruction des voies biliaires, qui ont des calculs, qui ont une maladie de foie ou qui ont de l'allergie à cette plante, je vous invite à soit demander un avis à votre médecin ou soit vous abstenir de consommer cette plante parce que cela pourrait être délétère dans votre cas. Donc voilà, j'en viens à ma conclusion. Alors, que dire après tout ça? Il y a plusieurs choses que j'ai envie que l'on retienne de cette fameuse contre-détox. C'est que, eh bien, pas besoin de faire une détox. Votre corps sait très bien faire le travail lui-même. Vous n'avez pas besoin de forcer votre corps. Il sait le faire. Ensuite, la deuxième chose que j'avais envie que l'on retienne de ce moment-là, de cette contre-détox, c'est que la douceur, en fait, c'est quelque chose de vraiment puissant. Et la douceur n'est pas antagoniste du changement. C'est pas parce que on est douce ou doux avec soi-même que le changement ne peut pas opérer. Bien au contraire. C'est justement dans la dilatation, c'est justement dans le relâchement que des micro-mouvements peuvent se faire. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas le plan de détox là super bien cadré, super bien calé que on va pas se détoxifier, bien au contraire. Une dernière chose aussi, l'écoute de soi n'est pas synonyme de repli, n'est pas synonyme de faiblesse, mais bien de connaissance de soi. Écoutez à l'intérieur les mots du corps, écoutez l'intensité d'une fatigue qui est à 9 sur 10, écoutez l'intensité d'un stress qui est à 7 sur 10, c'est prendre des décisions responsables vis-à-vis d'indicateurs que nous donnent à sentir, observer notre corps. Donc, lorsque l'on décide d'écouter, en tout cas de garder en tête le numéro que l'on met sur cette échelle d'intensité, lorsque l'on décide d'écouter que oui, effectivement, je n'ai pas d'énergie et peut-être que oui, effectivement, j'aurais besoin de stimuler ma vitalité, mais peut-être que j'aurais besoin de le faire d'une autre manière, eh bien, c'est très bien que vous remettiez en question ce que les messages, on va dire, dominants nous donnent à mettre en place dans nos vies, nous donnent éventuellement à consommer au passage. Donc voilà, vraiment important, s'écouter, c'est bien être en connaissance de soi, savoir prendre des bonnes décisions pour soi. Et ça aussi, c'est toujours très important pour rester en lien
parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est rester en lien avec les autres et leur donner aussi, peut-être à un moment, l'autorisation de faire la même chose. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Euh, alors, pour finir sur une dernière chose, si jamais vous ressentez que vous avez encore du stress, que vous avez encore de l'épuisement, que vous avez encore de la fatigue, vous pouvez faire deux choses. La première chose, c'est de prendre rendez-vous avec votre médecin parce que peut-être qu'il y a des analyses à faire, peut-être qu'il y a un examen à faire pour savoir ce qui ne va pas. Et c'est très bien. C'est très bien que vous puissiez consulter quelqu'un de compétent qui puisse vous aider. Si vous sentez que ce n'est pas à cet endroit-là, vous pouvez aussi consulter un ou une naturopathe pour avoir des conseils qui vous conviennent à vous, parce que les conseils que j'ai donnés ce soir sont des conseils généraux. Et donc, peut-être que certains vont vous parler, peut-être que d'autres non. Et donc, si ces autres conseils ne vous parlent pas, eh bien, en allant voir un ou une naturopathe, eh bien, vous pouvez avoir des conseils qui vous conviennent vraiment à vous, qui sont individualisés. Donc voilà, ne restez pas seul si vous sentez que vous êtes encore très stressé, très épuisé, très fatigué. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors, j'avais envie de vous partager ma bibliographie parce que je lis des livres pour vous préparer cet atelier. Donc, je mets cette bibliographie dans le chat. Je vais aussi vous envoyer un fichier qui est le mémo de ce que je vous ai dit ce soir pour que vous puissiez peut-être le reconsulter si jamais vous sentez que vous voulez revenir sur un sujet. Voilà, il est en train d'être partagé dans la conversation. Donc, je vous ai préparé ça qui est vraiment une synthèse très synthétique, voire minimaliste de ce que j'ai pu vous dire ce soir. Comme ça, vous pourrez revoyager dans ce mémo si vous souhaitez écouter le replay ou simplement vous souvenir de ce que j'ai pu vous dire ce soir. Avec plaisir, Anaïs. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Alors, si vous souhaitez me poser des questions, la parole est à vous. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, déposer alors soit des étonnements, des questions évidemment. Enfin voilà, la parole est à vous, n'hésitez pas. Merci Simarté pour le retour. Si vous souhaitez aussi poser vos questions dans le chat, parce que pas envie de prendre la parole, je comprends, il n'y a aucun souci. Merci pour le retour, Michel. Tant mieux si tout était super clair. Merci pour la participation. Merci, Clara, pour ton message. Merci pour ton retour, Anaïs. Bah, trop bien. Ouais. Je préparerai le replay pour que tu puisses voir le début de l'atelier. Il sera prêt, promis, dans les prochains jours et je l'enverrai par email. Bien. Bah, écoutez, pas de souci. Merci beaucoup pour votre participation ce soir à cet atelier contre détox. J'espère qu'il vous aura donné envie de tout remettre en question et de mettre de côté toutes les injonctions, de faire en sorte que bah, voilà, vous puissiez vous composer votre propre culture de soins, votre propre culture de santé au naturel. Si évidemment vous avez des questions, alors n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mets dans le chat mon nom sur Instagram, c'est @clara-urosevic.
vous pouvez me retrouver, donc vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, je réponds tout le temps. Et puis, évidemment, voilà, si ben, vous avez envie de revenir à d'autres ateliers, n'hésitez pas. Vous avez, en général, je mets tous mes calendriers à jour au fur et à mesure du temps et je le mentionne en story. Euh, ouais, le microbiote tout sans sel, c'est un titre génial, effectivement. C'est un podcast de France Culture qui est super cool. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que à la fois c'est du documentaire, mais en même temps c'est artistique. Il y a quelque chose de vraiment très fin autour du microbiote. C'est une série documentaire en 4 parties avec plusieurs regards sur le microbiote. On a le regard scientifique, le regard artistique, le regard culinaire, culturel aussi. Donc vraiment, j'ai appris énormément grâce à ce documentaire à l'époque où j'étais étudiante en naturopathie et je le partage au maximum parce que le microbiote, c'est quelque chose dont on commence à entendre parler de plus en plus. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop comment l'identifier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont un regard singulier sur cet écosystème. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller écouter ce que disent les personnes, de leur point de vue en tout cas. Voilà, voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous, revitalisez-vous bien, prenez bien cette échelle d'intensité du stress et de la fatigue pour savoir où vous en êtes. Vous pouvez en user pour justement garder bien au nord votre boussole et savoir dans quelle direction aller, celle qui vous convient le mieux pour vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci pour votre participation.